Salut à tous, c'est Léo Auto. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo d'essai d'une série 5 E39 523i. Alors pour moi, si l'humanité avait créé la meilleure des machines en termes automobiles, tout de suite, j'imagine cette série 5. Comme on va le voir dans cette vidéo, elle est bourrée de qualité et c'est là où on se rendait compte que BMW était à son apogée, était vraiment, comme je dis souvent l'expression, au top du top. Et ben là, c'est tout à fait le cas pour cette série 5 qui ridiculiserait n'importe quelle voiture moderne en fait. Donc dans cette vidéo, tu connais la chanson, on va voir tout ce qui est esthétique, moteur, intérieur, etc. C'est parti. Êtes-vous prêt pour la 5? Pour la plus efficace, la plus belle, la plus visionnaire 5 de tous les temps? Prêt pour une 5 plus intuitive que jamais, plus grande et plus personnalisée? Prêt pour la 5 la plus adaptable? Une 5 plus sportive que jamais, plus précise, plus connectée. Êtes-vous prêt pour une 5 plus neuve et pourtant plus classique que jamais? Prête pour vous, la nouvelle BMW série 5. Avant de commencer, je sais que tu regardes cette vidéo et t'es pas forcément abonné, donc je te conseille de t'abonner si tu veux voir les vidéos qui arrivent par la suite. C'est très important pour moi. Généralement, je vais essayer de tenir une cadence de une vidéo par semaine, donc si tu veux continuer de voir la suite, abonne-toi et lâche un like et un commentaire, ça fera toujours plaisir. Pour les specs, comme je t'ai dit, c'est une 523i génération E39, donc c'est une phase 1, donc c'est un 6 cylindres en ligne qui développe 170 chevaux, qui est de 2,5 litres de cylindrée avec une boîte manuelle de 5 vitesses. Cette voiture est sortie dans les années 90, début d'année 2000. Il faut savoir que pour BM, la série 5, c'est THE voiture, c'est-à-dire que c'est une voiture que faut pas qu'ils se trompent en fait. Si tu veux, c'est vraiment leur voiture la plus importante. C'est un peu comme la baguette de pain chez un boulanger. C'est le truc à ne pas foirer. Si tu foires ça, bah tu foires tout en fait. Et c'est exactement ça. BM, ils écoulent des millions de série 5 depuis des années. Donc là, cette génération est extrêmement importante. Et BM, c'est absolument pas trompé pour cette génération. Ils en ont vendu à 2,5 millions d'exemplaires, donc autant te dire, ça a été le jackpot. Mais tu vas voir pourquoi cette voiture a été aussi bien vendue. C'est parce qu'en fait, elle répondait à plein de critères et que le cahier des charges était extrêmement complexe à respecter. Donc on va voir ça tout de suite. C'est très difficile de faire une vidéo sur cette voiture parce qu'en fait, il y a énormément de choses à dire sur son histoire, sur la marque, sur le design, sur l'intérieur, sur les moteurs. C'est vraiment très complexe à aborder comme sujet. Moi, je voulais te parler en fait de ce design hyper caractéristique pour moi d'une BMW, donc avec cette ligne de berline tricorps très conventionnelle, avec un design qui a permis d'avoir un record en termes de fluidité dans l'air, donc d'aéro. Elle est de 0,27, ce qui était très très rare pour l'époque. Donc on voit les lignes qui sont extrêmement fluides. Donc à l'époque, c'était vraiment hyper important pour BMW. Ils avaient réussi à faire aussi bien que Mercedes avec la classe E, mais la classe E qui est pour moi beaucoup plus moche, clairement. Quand elle sort, cette voiture, elle est vraiment appréciée du public parce qu'elle a une ligne hyper fluide, hyper tendue. Et en fait, avec des gènes bien BM, donc c'est ça qui a vraiment participé à son succès. Et d'ailleurs la version M5 est la berline la plus rapide au monde. On a une deuxième pub qui est assez connue avec Madonna qui se fait secouer sur la banquette arrière. Donc le conducteur fait des drifts et elle est attendue pour un concert et elle se fait pipi dessus. Donc c'est assez marrant de voir à l'époque comment BMW était sûr d'eux et comment ils avaient les moyens de développer des publicités pareilles. C'est juste assez fou de se dire qu'on a une vidéo d'une M5 qui drift avec Madonna dedans qui se fait pipi dessus.
Chab, tu connais les petites infos exclusives. Le rétroviseur qui a été vraiment travaillé, comme je t'ai dit, pour l'aéro. Donc il a une forme très particulière par rapport à l'époque, hein, toujours, qui fait qu'en fait on a très peu de bruit d'air à l'intérieur parce que la forme fait que l'air, elle circule très bien autour du rétroviseur. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on a une très bonne insonorisation. On le verra dans la partie conduite. Deuxième info exclusive, BMW avait travaillé le bruit de la fermeture du coffre. Donc bon, là peut-être que la voiture a un peu vieilli avec quelques pocs, mais en fait ça faisait un bruit très sourd. Pareil pour le bruit des portières, on a un bruit qui est très ferme, très allemand en fait. Déjà à l'époque on voit l'épaisseur des joints, etc. C'est assez impressionnant, mais quand on claque la porte, voilà, on a un bruit sourd mat, et ça c'est vraiment, enfin on reconnaît directement une voiture allemande à une voiture française ou italienne. Le bruit de la porte sourd. Il n'y a pas de bruit parasite, c'est toujours impressionnant. On a là sur cette version, je dirais un petit peu l'avant Angelize. Donc en fait là on voit pas très bien, mais en fait dans le Xénon, on a un contour avec un espèce de LED. Donc c'est assez sympa. Sur ces BM aussi, ce que j'aime bien sur ces générations là, c'est qu'on a les narines qui partent directement avec le capot. Donc esthétiquement je trouve ça très beau d'avoir un capot qui redescend sans avoir de coupure juste au-dessus des phares. Je profite pour être au niveau du capot pour te montrer le moteur. Donc là on a une petite languette une fois qu'on a tiré sur la languette de l'intérieur, donc ce qui nous permet de libérer le capot moteur. Très pratique, 2 vérins. Donc là on a l'immense 6 cylindres en ligne qui remplit bien le compartiment moteur. Donc ça fait partie vraiment des moteurs de légende de BMW. Donc le 6 cylindres en ligne atmosphérique avec un bruit vraiment hyper mélodieux. Avec une fiabilité qui est vraiment parfaite, une chaîne de distribution, pas de gros problèmes comme sur les moteurs après cette génération-là. Donc vraiment, c'est du sans faute jusqu'au bout. Pas de fuite d'huile, pas de traces de rouille ou de corrosion dans les ailes. Après, ce modèle-là a été bien conservé quand même. Pour les specs, donc comme je t'ai dit, 170 chevaux, 245 Nm de couple. C'est un 2,5 litres malgré l'appellation 523i. Il fait 170 chevaux à 5500 tours minute. Donc vu que c'est un atmosphérique. Petite info exclusive numéro 3, on a là les essuie-glaces les plus rapides de l'époque. Donc la cadence était augmentée par rapport à ce que faisaient avant et ce que faisaient les autres constructeurs. Donc c'est vrai que je pense que sur l'autobahn à 250, quand il pleut, il faut que ça essuie. Et on a une cinématique qui est assez différente d'un essuie-glace classique parce qu'en fait l'essuie-glace revient un peu plus haut que sur des essuie-glaces classique. On a là en fait ça monte bien jusqu'en haut pour ne pas avoir de partie non essuyée de ce côté là, donc c'est assez fou. Et on a là des jantes qui sont en réalité bien pratiques parce qu'elles sont bien rentrées avec des gros boudins qui absorbent absolument toutes les déformations de la route. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas sur les voitures modernes et qu'on retrouve là sur des anciennes. C'est fou de se dire que maintenant on est parti dans des tailles de jantes totalement délirantes quand on voit que là sur une grosse berline allemande on a du 15 pouces. Aujourd'hui ce serait tout simplement impossible. Niveau design ça passerait pas. Et quand on voit par exemple une Mégane électrique, je pense que la jante représente un quart de la voiture. Enfin si on compare par rapport à la masse de la voiture, là on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de ça pour justement que la voiture soit bien posée sur ses roues. À l'intérieur, les bonnes surprises continuent. On a double jonc chromé, du plastique moussé absolument partout sur le panneau de porte, de la boiserie qui a absolument pas bougé avec le temps, des assemblages qui sont parfaits, hein. Franchement, même avec le temps, ça bouge pas. Non, c'est vraiment typiquement de l'époque, hein. Franchement, tout présente bien. On a de la petite moquette juste ici dans les contreportes, l'enceinte, le tissu, il n'y a rien qui est décollé avec le temps. Après, cet exemplaire là est relativement en bon état, hein, pour pas dire en très bon état. On a également le siège qui est vraiment mais comme neuf. La voiture elle a 215 000 km. Bon, il faudrait peut-être passer un coup de shampouineuse, mais sinon le siège et le volant pour 215 000 km sont très peu usés. On a des sièges réglables dans absolument tous les sens, en hauteur, en inclinaison, tout ce que tu veux. On a un tableau de bord qui est typiquement BM avec
une position qui est un petit peu tournée vers le conducteur comme à leur habitude. On a phare ici, anti-brouillard ici. L'ergonomie est franchement au top, régulateur, enfin commande au volant et régulateur de vitesse. Clim bizone qui fonctionne très très bien. Alors la maladie sur ces E39, c'est ces parties-là qui se fissurent et en fait qui se détachent. Après ça se retrouve facilement, mais c'est le seul point vraiment à l'intérieur où il faut vérifier. Après il y a toutes les parties un petit peu avec le tissu qui ont tendance à se décoller comme là au bout, mais sinon après ça dépend vraiment de comment a été entretenu le véhicule, mais globalement il n'y a pas grand chose. Même là le ciel de toit, il y a juste cette partie là qui est un petit peu décollée, mais sinon tout le reste du ciel de toit est vraiment en très très bon état. Au-delà de la qualité de fabrication qui est juste incroyable pour l'époque, et c'est là où on voit la supériorité allemande, surtout à cette époque-là, on a une impression à bord de solidité, de lourdeur. En fait, tout fait lourd, tout fait qualitatif. Les moindres matériaux, les moindres boutons qu'on touche, c'est ce que je disais dans l'essai de l'Audi A3, on a un toucher en fait au moindre bouton qui fait que voilà, on sent vraiment que c'est du costaud et on se dit que ça va durer toute la vie en fait. Enfin toute la vie, ça dépend pourquoi. À l'arrière, tout est aussi soigné qu'à l'avant. Les plastiques moussés, les joncs chromés, les boiseries, la petite moquette qui va bien dans les contreportes. On a même le cendrier, bah ouais c'était l'époque, hein, avec le petit couvercle qui va bien, le petit seuil BMW, les gros joints de porte et les petits aérateurs. Donc là, une fois qu'on est installé, on est franchement bien. Après là, j'ai avancé le siège parce que pour moi, 1,85 m, ça fait pas beaucoup. Et là, bah pareil, quand on ferme la porte, une impression qualitative avec vraiment une très très bonne isolation phonique. Et là, on voit ce petit revêtement en velours, c'est assez joli. Pareil, du revêtement en tissu un peu partout. Des lampes qui éclairent, mais vraiment, tu vois mieux qu'en plein jour. Il y en a absolument partout. Il y a même 2 lampes ici pour le miroir. C'est assez incroyable. Un petit accoudoir qui va bien. Des sièges assez moelleux, hein. Je pense que pour l'époque, ils étaient fermes, mais ils sont bien. Franchement, ils sont très très bien. On est franchement bien. On a de la visibilité à l'avant. C'est-à-dire que là, le siège en hauteur, il est réglé pour moi. Là, le téléphone est au niveau de mes yeux. Et en fait, je vois extrêmement bien la route, contrairement à toutes les nouvelles voitures avec des baquets qui prennent absolument toute la vue. Là, c'est vrai qu'on est en voyage avec une belle visibilité sur l'extérieur. Et comme tu l'as vu sur l'essai de la Volkswagen Arteon, j'aime bien quand les constructeurs mettent de la qualité sur les moquettes. Ça permet d'avoir des moquettes qui tiennent le temps et qui ne s'effilochent pas au premier coup d'aspirateur. Pareil, là, on a des jolis caches, tout simplement les caches rails des sièges. Donc avec des petits bouts de plastique pour éviter que tout se coince dedans. Donc ça, c'est franchement très qualitatif pour l'époque. Et on a des tapis qui sont extrêmement épais. Donc je pense que ça renforce aussi l'isolation phonique des bruits de roulement, etc. Mais le tapis dans le temps, il tient très bien. Parce que là, c'est les tapis d'origine, je pense, qui sont encore en très très bon état. Même celui du conducteur. Pour le mec en golf qui fait des appels de phare, j'ai un petit store qui se redresse. C'est pas mal, hein? Juste avec ce petit bouton. Et sur la route maintenant, qu'est-ce que ça donne? Et comme à son habitude, BMW nous déçoit rarement sur ce côté-là. On a les bons ingrédients pour que ce soit au top. 6 cylindres, propulsion, boîte mécanique. Donc là, autant te dire que c'est du gâteau. Je sais même pas quoi te dire tellement la voiture est équilibrée, tellement elle est saine, tellement qu'elle est souple, elle est réactive, elle est agréable, confortable, dynamique. C'est vraiment tout le concentré de technologie, de savoir-faire que BM était capable de nous offrir dans les années 95 et qui malheureusement sont en train de disparaître petit à petit. Pas la faute à BM, mais plutôt la faute, comme je le dis souvent, aux lois européennes. On a un environnement typiquement BM, en tout cas de ces années-là, avec une position de conduite vraiment plaquée au sol et des commandes qui sont assez souples. Même si on sait que les conducteurs de BM, le clignotant, c'est pas la chose qu'ils mettent le plus souvent. On a un moteur qui est hyper feutré, avec c'est même pas un son, je dirais, c'est un frôlement qu'on entend. C'est une mélodie, c'est hyper agréable, c'est hyper doux en fait. C'est pas du tout rugueux comme on a l'habitude sur des voitures un peu modernes avec des moteurs downsizés. Là, c'est vrai qu'on ressent direct l'expertise de BM sur les moteurs 6 cylindres en ligne.
On a une insonorisation qui est vraiment incroyable par rapport à l'époque. Bon, là-dessus, ils avaient vraiment travaillé un BM. Comme je t'ai dit, la forme des rétroviseurs jouait beaucoup. Donc même au niveau des vitrages, on a des vitrages qui sont très épais. Pas beaucoup de bruit de roulement, alors que là, par exemple, on est sur une route qui a vraiment des grains très épais. Donc je sais que d'habitude, tu passes par là avec d'autres véhicules qui font beaucoup plus de bruit à l'intérieur. Je dirais que tu prends une Golf 7 ou une Golf 8 de maintenant, elle fera plus de bruit que cette série 5 des années 95. On a tout le confort d'une voiture moderne avec le régulateur de vitesse, la clim automatique, bizone. Donc ça, c'est vraiment, on peut la conduire au quotidien sans trop être gêné, même si la direction, c'est vrai que c'est une direction hydraulique à l'ancienne. Donc là-dessus, on a une direction qui est assez lourde. Dans les manœuvres, c'est quand même très compliqué. Enfin, je veux dire, pour moi, ça va, mais j'imagine mal ma grand-mère faire un demi-tour avec. C'est vrai que là-dessus, par rapport aux voitures modernes, bon là, on n'est pas du tout sur la même chose. On a un confort qui est royal avec des pneus aussi gros, avec des jantes de 15 pouces et un amortissement vraiment très travaillé pour l'époque. Ils avaient vraiment bossé là-dessus. On a un confort qui est vraiment à toute épreuve. Honnêtement, de tout ce que j'ai conduit, je dirais presque que c'est l'une des voitures les plus confortables, alors qu'on pourrait croire que les voitures modernes sont confortables. Elles le sont, mais elles le sont autrement, c'est-à-dire qu'elles le sont dans leur tenue de route, dans leur sensation au volant. Là, je veux dire, on a réellement un moelleux de la suspension. Et par contre, c'est vrai qu'on a quand même un petit peu de roulis. Donc la voiture est typée confort, hein. Faut pas l'oublier que c'était une grande routière. On a la consommation instantanée directement via les aiguilles. Donc si j'appuie, ça augmente. Ça te montre à quel point tu vas douiller la prochaine fois que tu passes à la station. Parce que oui, forcément, un 6 cylindres atmosphérique, ça a tendance à consommer. Là, je fais de la nationale où je roule à 80 pile poil. Je suis à 10 litres au 100. J'arrive pas forcément à faire en dessous de 8 litres. Donc c'est vrai que là-dessus, t'achètes pas ça pour faire des économies. C'est pas une Clio 5 e-Tech. Pour résumer la partie conduite, on a une voiture qu'on peut utiliser totalement tous les jours au quotidien en daily. Mis à part, comme je te disais, la direction qui est peut-être un peu lourde, on retrouve totalement une voiture moderne, hein, une voiture confortable avec une bonne insonorisation, des bonnes enceintes, des bons haut-parleurs, une clim qui fonctionne bien. Donc tous ces trucs un peu cons, mais qu'au final, on se rend compte qu'aujourd'hui c'est important quand on est habitué à la modernité. Là, en fait, on retrouve tout ça, hein. Même on a des rétroviseurs qui ont un angle, des espèces d'angles morts assez bien fait, hein. On voit sur le côté la vitre est un peu de biais. Donc là-dessus, ça participe vraiment à l'agrément global au quotidien. Donc comme je viens de te le dire, c'est une voiture qu'on peut utiliser au quotidien sans problème. Bon, hormis la consommation, mais ça c'est normal. Donc comme tu as pu le comprendre, j'ai vraiment aimé conduire cette voiture parce qu'en fait c'est une voiture que tu peux conduire totalement au quotidien, tant elle est polyvalente et tant elle est au point par rapport au confort, à l'insonorisation, au moteur, etc. Et on a, je trouve, vraiment l'âme des BM, surtout à ces époques-là. Je trouve qu'en fait on a un très très bon compromis entre la polyvalence, l'onctuosité du moteur, la technologie, il n'y en a pas trop, c'est pas trop complexe, même niveau fiabilité, du coup c'est une voiture qui est plutôt fiable, voire très très fiable. Donc vraiment c'est un très très bon compromis pour tous les jours, surtout qu'on peut la trouver pour pas très très cher. Ces voitures là on les trouve autour de 5000 € avec 200 000 km, mais c'est pas des kilométrages qui font peur parce que c'est des moteurs très solides et s'ils ont été suivis, il n'y a vraiment aucun problème. Avant de se quitter, je te rappelle, abonne-toi, c'est très important. Je vais ressortir des vidéos globalement toutes les semaines. Donc n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un commentaire et un j'aime, c'est très important pour moi. C'était Léoto, à bientôt.